Ok, je passe sur les lunettes astronomiques. Donc la première chose, c'est un petit rappel sur la partie qu'est-ce que c'est qu'un objet à l'infini. Donc imaginez, vous avez votre œil ici, euh, il est par là, et on veut regarder un point. Et ce que va faire votre œil, hein, vous vous rappelez, c'est il va accommoder, donc il va faire marcher ses muscles ciliaires pour comprimer la cornée et le cristallin et faire que l'image se passe bien au niveau de la rétine quand l'objet est proche. Si vous reculez votre objet, vous voyez que les rayons deviennent de plus en plus parallèles à l'axe optique, et si on le met vraiment très loin, on se retrouve avec des rayons qui sont pratiquement parallèles à l'axe optique. Alors là, je n'ai pas poussé l'objet complètement à l'infini, hein, il est quand même à une distance finie, on a quand même un petit angle, mais vous imaginez maintenant, si je prends vraiment par la pensée un objet à l'infini sur l'axe optique, les rayons deviennent parallèles. Donc c'est une première chose à bien savoir, hein. Voilà, un objet très loin sur l'axe optique, bah, ça donne des rayons parallèles à l'axe optique. Alors si je prends maintenant mon objet et que je le décale, et que je le mets hors axe optique, et ben vous allez avoir exactement la même chose. Vous voyez, mes rayons sont pratiquement parallèles entre eux. Encore une fois, je ne suis pas complètement à l'infini, hein, mais si je me mettais à l'infini, mes rayons seraient seraient totalement parallèles les uns aux autres, et ils seraient parallèles à celui qui part vraiment de l'objet et qui tape au centre de mon œil, en fait. Tous parallèles à celui-ci. Donc, quand le point est très loin, et même hors axe, et ben, les rayons deviennent parallèles entre eux. Ça, c'est une chose importante dans la direction de l'objet que l'on veut étudier. On l'a déjà vu ça, donc c'est juste un rappel. Mais voilà, ce qui se passe réellement quand on prend vraiment l'objet à l'infini. Un objet à l'infini sur l'axe optique, ça donne des rayons parallèles à l'axe optique. Et un objet à l'infini hors axe optique, ça donne des rayons parallèles entre eux qui arrivent au niveau de mon œil. Rappelez-vous également que mon œil, là, quand il regarde un objet à l'infini, qu'il soit sur l'axe optique ou pas, hein, eh ben, il est au repos, c'est-à-dire que les muscles ciliaires ne travaillent pas et la focale, en fait, la focale que vous avez au niveau de votre cristallin et votre cornée, c'est la focale la plus longue possible pour que l'image se forme au niveau du cristal. On va y revenir, hein, sur le modèle de l'œil, on en a besoin pour comprendre comment fonctionnent certains systèmes optiques, en particulier la lunette et le microscope qu'on va voir juste après. Alors, si on prend deux objets, un objet à l'infini hors axe et un objet à l'infini sur axe, en fait, on a finalement besoin que d'un seul angle, hein, pour caractériser la différence entre ces deux objets. On va appeler pour tout ce qui va suivre cet angle alpha, hein, et on va regarder ce qui se passe au niveau à l'intérieur de l'œil pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comment mon œil arrive à différencier un objet qui serait sur l'axe et un objet qui n'est pas sur l'axe. Alors pour cela, je vais justement utiliser le logiciel que vous allez utiliser pour faire de la simulation. Ah, c'est moi qui fais des petits dessins en fait. Alors on va arrêter les annotations, effacer ça, effacer tous les dessins, on va virer ce truc et j'espère que je vais pouvoir prendre le contrôle de mon... Voilà, très bien. Donc une fois que j'ai ça, on a ici notre modèle de l'œil. Donc là, c'est un tout petit schéma, ça va être très rapide, hein. Ici, ce que j'ai fait, c'est que donc ici j'ai mis un faisceau de rayons parallèles. Et la lentille qui est là, eh ben, c'est mon œil, en fait, c'est la cornée et le cristallin. Et vous avez ici la rétine. Alors, pas tout à fait la rétine, en fait. Ça, ici, c'est juste, on va supposer que ce petit objet-là, c'est juste un capteur au niveau de ma rétine, c'est-à-dire un cône ou un bâtonnet. Peu importe, hein, ça n'a pas d'importance que ce soit un cône ou un bâtonnet, mais supposons que ça ce soit un capteur au niveau de ma rétine. Donc vous voyez, si j'ai un objet qui est à l'infini, il va m'envoyer des rayons parallèles et mon œil, eh ben, il va focaliser la lumière sur un bâtonnet. Maintenant, on va prendre un deuxième objet, deuxième objet qu'on va placer à l'infini, donc un deuxième faisceau de lumière qu'on va positionner à l'infini, et on va l'envoyer sur notre œil. Donc je vais le faire tranquillement comme ça. Et on va prendre, par exemple, on va se mettre dans cette situation-là. Voilà, je vais prendre un autre objet. Et vous voyez que l'image, là, elle va se focaliser ici. Un peu plus loin, pas tout à fait au même endroit. C'est normal, hein, c'est un objet à l'infini, pas sur l'axe optique, avec un angle. Donc on va avoir ce qu'on appelle un foyer secondaire ici, et la lumière va se focaliser en ce point-là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la lumière va être captée par un deuxième capteur que j'ai mis un peu là, comme ça, pour expliquer, mais il va y avoir un deuxième capteur, et votre œil va être capable de voir ce point-là et ce point-là, puisque la lumière va toucher deux capteurs différents. Mais si je prends deux objets plus proches en angle,
Et bien, ce qui peut se passer, c'est que la lumière va toucher, je vais le faire exactement là, va toucher parfaitement le même capteur. Et là, votre œil, si la lumière touche le même capteur, voilà, ça c'est le cas, voilà, la lumière qui provient de cet objet-là qui est à l'infini et de l'objet qui est ici à l'infini, bah, touche exactement le premier capteur que j'ai mis. Je peux retirer le deuxième, vous voyez que ça touche, alors juste sur le bord, hein, je pourrais le descendre encore une fois, modifier un tout petit peu l'angle pour que ça touche. Voilà, exactement mon œil ici, ça va toucher le même capteur, et donc, eh ben, votre œil, la lumière, par exemple, de ces deux objets, on peut supposer que c'est deux étoiles, une étoile ici et une étoile là, et ben, va toucher le même capteur, votre œil ne va pas différencier la lumière de ces deux étoiles, et donc va voir qu'une seule tâche, une seule étoile unique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur de... Enfin, ça va donner une notion qui est le pouvoir séparateur de votre œil. On va revenir sur la présentation. Le pouvoir séparateur de l'œil, c'est la capacité de votre œil à identifier deux angles, enfin deux objets séparés d'un angle donné. Et si vous prenez un œil typique, eh ben, le pouvoir séparateur d'un œil typique, standard, hein, pas un œil qui a un problème ou quoi que ce soit, eh ben, le plus petit angle que pourra voir votre œil, le plus petit angle qui permettra de séparer deux objets, il est typiquement de l'ordre de 3 × 10⁻⁴ radians. Donc il faut que deux objets en angle soient séparés de cette quantité, de ce pouvoir séparateur, pour pouvoir être identifiés par votre œil. Sinon, vous ne voyez pas les deux objets. Vous pouvez faire le test, hein, vous prenez 2 points sur un petit papier, vous les espacez de allez, quelque chose comme 1 cm, et vous demandez à quelqu'un de porter le papier devant vous avec ces 2 points et de reculer, de reculer, de reculer. Et vous allez, à un moment ou à un autre, ne plus distinguer ces 2 points. Vous regardez la distance à laquelle vous êtes, pardon. Donc vous avez une distance, vous avez la taille de votre objet qui est comme ça, et avec la taille ici et la longueur qui est comme ça, bah, vous utilisez juste la tangente, ça sur ça, c'est la tangente de votre angle, et ça va vous donner votre angle alpha, le pouvoir séparateur de votre œil, et vous allez voir que vous tournez autour de cette valeur de 3 × 10⁻⁴ radians. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, si vous voulez voir des objets plus serrés que ça, il va falloir utiliser des instruments d'optique pour pouvoir les voir. Alors, ça va être le cas si vous regardez des objets très très loin et très proches, angulairement, ou si vous regardez un objet très près, bah, vous allez avoir du mal à différencier 2 points parce que l'angle sera trop petit et vous ne verrez rien avec vos yeux. Il faudra donc augmenter les angles. D'où le grossissement. Le grossissement va vous permettre de calculer le facteur de grossissement des angles, c'est-à-dire j'ai en entrée un angle et en sortie de mon instrument, j'ai G fois cet angle, donc j'obtiens un angle plus grand, plus petit, en fonction de ce que je veux faire. On peut chercher aussi à avoir des choses plus petites, hein. C'est plutôt quand on fait de la numérisation, on peut chercher à avoir des angles plus petits que la réalité. Mais par contre, quand on veut regarder avec un œil, en règle générale, on veut augmenter les angles. Alors, première application de ça, c'est la lunette astronomique. Donc, une lunette astronomique, ça permet de grossir les angles de deux objets qui vont être considérés comme à l'infini. Si vous prenez 2 étoiles, pour nous, petit humain, on est vraiment à l'infini. Donc là, je vais vous présenter la lunette de Kepler, qui est constituée de 2 lentilles convergentes. C'est la plus simple. Il y a la lunette de Galilée, qui est constituée d'une lentille convergente et d'une lentille divergente. En fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. Les calculs sont parfaitement les mêmes. C'est juste que ça fait intervenir une lentille divergente, et donc il faut faire un peu plus attention quand vous faites ça. Alors, bah là, on va s'intéresser d'abord à qu'est-ce que c'est qu'une lunette de Kepler. Donc, on va prendre une lentille qu'on va appeler l'objectif, la lentille qui va recevoir la lumière, c'est l'objectif, voilà, avec une focale qui va être longue. Et on va positionner une lentille, une deuxième lentille convergente, qui aura, elle, une focale très courte, et on va se débrouiller pour que le foyer image de notre première lentille coïncide avec le foyer objet de notre deuxième lentille. Alors, pourquoi on fait ça? Bah, imaginons qu'on regarde une étoile qui est à l'infini sur l'axe optique. Donc voilà, elle nous envoie des rayons parallèles à l'axe optique. Ces rayons vont converger au foyer image f'1 de la lentille L1 donc, et comme ils vont se retrouver au foyer objet de la lentille L2, les rayons vont ressortir parallèles à l'axe optique. De la même façon. Alors si vous positionnez votre œil ici, votre œil, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le modèle vous dit qu'on a une lentille convergente. On va donc avoir ici au niveau de la rétine la lumière qui va se focaliser, et comme ces rayons proviennent de l'infini, hein, pour l'œil, c'est comme s'ils proviennent de l'infini, bah, l'œil va être au repos et donc il ne va pas fatiguer, il va voir l'objet comme si, il va voir l'étoile comme si elle était à l'infini
au repos. Vous voyez qu'on peut déplacer notre œil, hein, l'approcher ou le reculer. On va toujours prendre ces rayons qui nous viennent et ils vont se former, enfin ils vont se rejoindre toujours au même endroit sur la rétine. Très bien, on a regardé ce qui se passait quand on avait un objet à l'infini sur l'axe optique. Ce qui est plus intéressant, c'est maintenant de regarder un objet qui serait hors axe optique, donc un objet à l'infini mais qui serait hors axe optique. Donc là, refaisons la construction. On a tous nos rayons qui arrivent parallèles entre eux. Ils vont converger ensemble vers un foyer secondaire qui est dans le plan focal, donc image de la lentille L1. J'ai appelé ce foyer secondaire B, hein, ici. Et donc, ensuite, L2 va faire une image de cet objet B. Hein. B est un objet pour la lentille L2. Et donc, comme il est dans le plan focal, cette fois-ci objet, les rayons qui vont sortir de L2 en provenant de B vont sortir tous parallèles entre eux. Donc là, ici, j'ai tracé le rayon qui passe par le centre et qui n'est pas dévié. Et donc, tous mes rayons vont sortir parallèles à ça. Ils vont taper notre œil, et notre œil, comme il va toujours rester au repos, puisque pour lui, les rayons sont parallèles, donc c'est comme s'il provenait d'un objet à l'infini dans cette direction-là, et tous ces rayons vont converger en un point de la rétine ici. Pas le même que l'objet sur l'axe optique, naturellement, un point qui est décalé. Pour trouver ce point-là, il suffit de prendre la parallèle qui est ici, je ne l'ai pas tracée là, c'est une erreur de ma part, et vous tracez la parallèle ici, ça va vous donner ce point-là. Vous voyez à peu près la construction. Alors, maintenant, la question est de savoir est-ce que ce montage est intéressant ou pas pour agrandir les angles. Est-ce que ce montage va agrandir l'angle que j'ai entre mon rayon qui est parallèle, qui provient d'un objet à l'infini sur l'axe optique, et les rayons qui viennent de mon objet à l'infini, mais hors axe optique. Donc on va conserver que deux rayons, histoire de voir les choses. L'axe optique, hein, qui est le rayon qui vient de l'objet à l'infini sur l'axe optique, il nous servira, il sera parfait. Et vous avez des rayons qui... ce rayon-là qui permet de regarder l'angle alpha, hein, le rayon qui provient de l'objet à l'infini hors axe optique. Donc là ici, ça c'est l'angle alpha. Vous le retrouvez de l'autre côté, puisque là j'ai pris le rayon qui passe par le centre et qui n'est pas dévié, qui va jusqu'à B. Et vous avez en sortie, tous vos rayons sortaient parallèles au rayon qui passait par le centre, donc le rayon alpha, l'angle alpha prime est ici. Vous le retrouvez également au niveau de la rétine, puisque ici il faut prendre le rayon qui est parallèle pour trouver ce point, et vous retrouvez l'angle alpha prime ici. Les distances aussi, elles sont importantes pour les calculs. Vous avez ici la distance focale de votre lentille convergente L1, et ici vous avez moins la distance focale de votre lentille convergente L2, puisqu'on là on va vers le foyer objet. On va donc se servir de ça pour calculer sous quel angle on voit que vaut alpha et que vaut alpha prime, tout simplement. Donc alpha, c'est très simple, on se met dans ce triangle-là. L'angle alpha, on l'a en prenant ici la taille AB de notre image, hein, divisé par f1'. Ça nous donne la tangente de alpha, mais comme on est dans l'approximation des petits angles, on a directement alpha avec ça. Encore une fois, je vous rappelle que tout ce montage, je ne l'ai pas dit et j'aurais dû le dire au début, hein, on l'a fait dans les conditions de Gauss, donc on part du principe que tous nos angles sont petits. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pareil pour alpha prime. Alpha prime, on va se mettre juste dans le petit triangle qui est ici. Vous voyez, en fait, c'est pas très compliqué, hein. On va refaire la même chose. On se met dans ce triangle qui est là. On va donner alpha prime en fonction de la hauteur de l'objet AB. Et cette fois-ci, c'est l'objet, hein, pour L2. Et la distance que l'on connaît ici, qui est moins f2 prime. Donc on a que alpha prime, c'est à peu près la tangente de alpha prime. Et c'est AB sur moins f2 prime. Pour calculer le grossissement c'est le rapport entre l'angle alpha prime et alpha, et on trouve que c'est le rapport finalement, si on prend ça divisé par ça, on trouve moins f1' sur f2'. Donc on voit que le grossissement de l'angle, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre l'angle de sortie avec l'angle d'entrée, il est donné par, finalement, si on oublie le moins pour l'instant, entre le rapport des distances focales. Et pour avoir un grand grossissement, c'est pas facile à dire, il faut avoir une focale de la lentille L1 le plus grand possible et une distance focale pour votre lentille L2 la plus courte possible. Voilà ce qu'il en est pour la lunette astronomique. Alors, j'ai prévu de vous montrer ce que ça donnait avec les rayons. Donc, on va voir avec le simulateur ce que ça donne ici. Vous avez ici exactement le schéma qu'on a fait, hein, avec un objet à l'infini sur l'axe optique. Ici, vous avez la première lentille, c'est-à-dire l'objectif de longue focale. Ici, vous avez la deuxième lentille avec donc l'oculaire avec une courte focale. J'ai fait coïncider les deux
foyer ici, le foyer image de cette lentille avec le foyer objet de cette lentille. Et vous voyez, j'ai un faisceau de rayons parallèles qui sort là-bas. Et j'ai mis ici mon œil réglé au repos. Donc voilà, mon œil, ici, l'image se forme dans sa rétine. La rétine, c'est le trait que j'ai dessiné ici. Donc si maintenant je rajoute une source ponctuelle à l'infini, mais hors axe optique, on va voir ce qui se passe, on va vérifier ce que j'ai expliqué. Donc là, on le voit bien. On a notre lumière qui vient d'ici, hein. C'est comme si elle venait de l'infini. Naturellement, là, je mets un faisceau qui part d'ici, mais c'est comme si la lumière partait de l'infini. Elle tape à l'intérieur de mon objectif. La lumière est focalisée ici. Elle est ensuite reprise par la lentille L2, et les rayons ressortent tous parallèles entre eux. Et mon œil, qui est ici, voit la lumière qui vient se focaliser au niveau de sa rétine. Voilà. Donc là, ça permet de voir globalement comment le parcours de la lumière exactement. Et en fait, on a juste finalement enchaîné toutes nos lentilles, hein. On l'a fait avec le calcul quand on a fait le grossissement, mais on peut le faire aussi là de façon visuelle avec le logiciel. On peut faire aussi des mesures avec le logiciel, il est quand même très très bien. Alors je reviens sur ma présentation. Et juste pour enfoncer le clou un peu sur l'utilisation exacte de cette lunette astronomique, on va se remettre, donc là voilà, ça repasse, ça c'est pas grave. On va imaginer maintenant ce qu'on aurait vu si j'avais regardé directement la lumière entre deux étoiles. Donc on a une étoile ici, une étoile là, dans cette direction ici. Là, hein, pardon, elle est à l'infini, hein, mais elle est dans cette direction-là, et une sur l'axe optique, elle fait un angle alpha. Si j'avais regardé avec mon œil, j'aurais vu un angle alpha. Si maintenant je regarde à travers ma lunette, une lunette c'est une longue vue en fait, hein, c'est deux lentilles convergentes, et je vois l'angle alpha prime à travers mon œil. Je ne vois plus alpha, mais je vois alpha prime. Et alpha prime, c'est g fois alpha. Donc ça a multiplié l'angle par un coefficient. Le coefficient, c'est le grossissement. Et donc, si ce coefficient est élevé, je vais voir des angles que je ne pourrais pas voir si je regardais à l'œil nu. Donc là, en gros, ici maintenant, comme je vois alpha prime, je vois G alpha, et il faut que G alpha soit supérieur à mon pouvoir séparateur, au pouvoir séparateur de mon œil, puisque lui n'a pas changé. Mais donc, ça me permet quoi? Ça me permet de voir des angles 3 10 puissance moins 4 divisé par G, c'est-à-dire des angles 1 sur G fois plus petits que ce que j'aurais vu à l'œil nu. Donc, si vous avez un grossissement typiquement de 10, vous allez être capable de voir des angles de 3 10 puissance moins 5, et si vous avez un grossissement de 100 ou de 1000, ça va être de mieux en mieux. Et donc, ça permet, entre autres, de voir des étoiles proches les unes des autres, ou en tout cas de voir des choses aussi, même si vous regardez une planète, vous allez voir des choses que vous ne pouviez pas voir. Si vous voulez étudier les cratères au niveau de la Lune, si la distance angulaire entre les deux cratères est trop petite, vous ne pouvez pas les voir, alors que là, si vous avez multiplié par un facteur important les angles, vous allez voir plus facilement des détails au niveau de la Lune, par exemple.